Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 22 heures, l'heure de votre rendez-vous d'information. Au sommaire de ce journal. Dialogue renforcé entre l'État et le secteur privé. L'État et le secteur privé intensifient leur dialogue afin de moderniser le système des marchés publics. Et en nouvelles du Proche-Orient, du Moyen-Orient, donc accès restreint à Al-Qaza, les fidèles bloqués aux checkpoints d'Al-Qalandiya. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti, un atelier de concertation réunissant ainsi le secteur privé. C'est tenu au Palais du Peuple à l'initiative de la Commission nationale des marchés publics, le CNMP, relevant du secrétaire d'État en collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti. Cette rencontre qui s'inscrit dans une dynamique de dialogue renforcé entre le pouvoir public et les opérateurs économiques, centré sur les enjeux de la commande publique et son impact sur le tissu économique national. Les travaux ont été présidés conjointement par Al-Bis Mohamed Abdillahi, secrétaire général du gouvernement, du président du CNPM, Youssouf Moussa Douali, président de la Chambre de commerce, ainsi que Warsama Mohamed Diriye, ministre du Commerce et du Tourisme. L'atelier a débuté par une présentation sur la réforme stratégique du système de passation des marchés animés par les responsables du secrétaire technique de la CNMP. Ainsi, la Chambre de commerce a présenté de son côté les opportunités d'affaires offertes par les marchés publics aux entreprises locales. Développement, dont la performance repose sur 3 piliers: la transparence, l'efficacité et l'équité d'accès. Sur le plan juridique, il est impératif de disposer de procédures harmonisées, conformes aux standards internationaux, garantissant la sécurité juridique des opérateurs et la bonne utilisation des ressources publiques. Sur le plan institutionnel, la coordination entre les organes de régulation, les ministères concernés et la Chambre de commerce doit permettre une meilleure lisibilité des règles, une réduction des délais et une clarification des responsabilités. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général auprès du gouvernement, Al-Bis Mohamed Abdillahi. Cet atelier donc, que nous tenons aujourd'hui traduit d'abord une conviction qui est forte. Une conviction pour une commande publique que nous voulons plus efficace, pour une commande publique que nous voulons plus transparente et pour une commande publique que nous voulons plus performante. Et pour cela, elle doit s'inscrire dans le cadre d'un dialogue qui est structuré, d'un dialogue aussi qui est permanent et qui est constructif. La commande publique donc représente, mesdames et messieurs, un levier important pour la croissance de notre pays, pour l'investissement public, mais aussi pour l'investissement privé, pour la création d'emplois, pour la protection sociale. Et à travers donc cette commande publique, l'État impulse ses politiques publiques et des dynamiques qui sont socio-économiques. L'État soutient l'entrepreneuriat local et contribue donc, à travers son action, à la structuration de nos filières. Et pour que ce levier, qui est la commande publique, puisse produire pleinement ses effets, il est indispensable que les règles que nous appliquons soient pleinement comprises. De faire donc de la commande publique un espace d'opportunité qui soit accessible pour tous. Un espace aussi d'équité où les entreprises nationales peuvent pleinement jouer leur rôle dans le développement de notre pays. Vous avez souligné, Monsieur le Président, la préférence nationale. Je crois que ces dernières années, nous avons fait en sorte que davantage de sociétés djiboutiennes, de droits djiboutiens je parle, puissent bénéficier de la commande publique. Et les statistiques étayent les avancées que nous avons su réaliser. Donc, en consolidant, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, le partenariat qu'il y a entre la Commission nationale des marchés publics et la Chambre de commerce, nous voulons partager avec vous un message qui est clair, un message qui est limpide, celui d'un État qui écoute, celui d'un secteur privé qui s'engage, et aussi que nous puissions mettre en place une vision qui est une vision commune au service du développement du Djibouti.
Plaidant ainsi pour un meilleur accès des entreprises nationales au marché public, insistant ainsi sur la transparence, la simplification, les procédures et le renforcement des capacités des opérateurs. Voici les propos du ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Orsema-Diriye. Cette réforme de la gestion des marchés publics s'inscrit pleinement dans la politique de développement de la vision 2035 tracée par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. À cet égard, j'ai salué l'ouverture de ce dialogue consacré à l'évaluation des réformes engagées dans notre système de passation des marchés. Cette démarche d'évaluation est essentielle. Elle permet de mesurer les progrès accomplis, d'identifier les défis persistants et d'ajuster nos actions pour consolider les acquis. Je suis persuadé que les résultats de nos échanges aboutiront par la mise en place d'un mécanisme de gestion inspirant la confiance, la transparence et surtout l'espoir et l'équité, conformément aux lignes directrices édictées par son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Enfin, cette réforme d'envergure exige la mise en place d'une stratégie d'appropriation, d'accompagnement à l'endroit du secteur privé, à travers notamment des actions de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités pour lui permettre de participer pleinement et activement au marché public. Aussi, tous les acteurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, maîtriseront parfaitement dans cette optique les nouveaux systèmes et y participeront. Il faut outiller nos entreprises pour qu'elles soient techniquement et financièrement et administrativement à la hauteur des enjeux aussi bien régionaux qu'internationaux. Et nous nous rendons au siège de l'UNESCO pour la 19e session du comité intergouvernemental de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Du 17 au 20 février 2026, la délégation djiboutienne, conduite par Aïd Moussed Yahya, ambassadeur et délégué permanent de la République djibouti auprès de l'UNESCO, pour la participation également de M. Idriss Moussa Ahmed, représentant conseiller technique principal du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que l'ensemble des membres de la délégation permanente ont pris part donc aux travaux de la 19e session du comité intergouvernemental de la Convention de 2005, organisée au siège de l'UNESCO à Paris. Durant cette session, les représentants djiboutiens ont activement contribué aux discussions sur la mise en œuvre de la Convention de renforcement des politiques culturelles nationales et les mécanismes de financement destinés à soutenir les industries culturelles et créatives. Les États parties ont examiné les rapports périodiques évalués des projets financés par le Fonds international pour la diversification culturelle, débattu ainsi des stratégies visant à la promotion des diversités, des expressions culturelles et l'ère numérique. À l'issue de cette session, l'ambassadeur de Djibouti a été élu président de la 20e session du comité prévue en 2027. Cette élection reflète ainsi la confiance des États parties de souligner l'engagement constant des Djiboutiens en faveur de la coopération culturelle internationale et de la promotion des diversités culturelles comme vecteur de développement durable, de la cohésion sociale et du dialogue interculturel. La 20e session constituera une étape clé pour évaluer le progrès et réaliser ainsi, identifier les défis émergents et définir les priorités stratégiques, notamment en matière de suivi des politiques culturelles et de renforcement du Fonds international pour la diversité culturelle. Même éducation, cette fois-ci, le Djibouti a accueilli le lancement de la filière cadre éducative du Collège international Villers-Cotterêts, une initiative portée par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et pilotée par l'Agence universitaire de la francophonie. Cette première cohorte réunit les responsables des ministères de l'Éducation de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, ainsi que le Madagascar, le Sénégal et le Togo, l'Haïti, la France, illustrant ainsi la dynamique de coopération interétatique.
au sein de l'espace francophone. Dans ce cadre, une table ronde de haut niveau s'est tenue le 9 février dernier à l'Institut français de Djibouti sous le thème « Vers un système éducatif performant dans l'espace francophone ». Des experts internationaux ont donc échangé sur la gouvernance des systèmes éducatifs, l'évolution ainsi des métiers d'enseignants plurilingues, le numérique éducatif, la rééducation des inégalités, l'égalité des genres, l'éducation au changement climatique. Ouverts au public, les débats ont mis en évidence la nécessité d'articuler expertise internationale et réalité locale en commun. Le 10 février, la délégation a effectué également une visite officielle au Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale, le CRIPEN, accueilli par la directrice, Mme Roda Mahamoud Issa. En présence des responsables du MEFA, les participants ont découvert les infrastructures, les studios de production, les manuels scolaires élaborés pour tous les niveaux de scolarité. Ainsi, les échanges ont souligné le rôle stratégique du CRIPEN dans la modernisation des ressources pédagogiques et de l'intégration prioritaire transversale, notamment l'égalité des genres. La délégation a enfin fini au CFN, le Centre de formation de l'éducation nationale, Omer Guerlé, où elle a été accueillie par la directrice, Mme Nouma Hassan. La visite qui a été débutée par la salle multimédia où s'est déroulée une formation continue en sciences de la vie et de la terre avant de poursuivre dans la salle intelligente des espaces de recherche et d'action. Ainsi, la délégation a profité également de l'infrastructure KEFA pour un atelier de réflexion. Les experts y ont partagé leur expérience et travaillé en groupe afin de proposer des stratégies innovantes. Pour plus de détails, je vous propose de suivre ces slides d'intervention. J'ai pu mesurer au cours de 2 visites, la visite du CRIPEN d'abord, puis la visite du CFEN, l'évolution considérable du système éducatif djiboutien. Le CRIPEN avait considérablement évolué. Donc on a pu avoir hier un exposé de l'ensemble des activités du CRIPEN, aussi bien les activités de production de documents pédagogiques que les activités de télévision scolaire et de radio scolaire. J'ai vu qu'il y avait aussi tout le travail sur la réalisation des ouvrages avec la PAO, avec les dessins. Et ce CRIPEN, c'est une belle histoire, on va dire, de permanence, de toute une tradition pédagogique qui est née en 1990 et qui a vraiment fructifié jusqu'en 2025, 2026 même, de manière absolument, pour moi, incroyable. Voilà. La visite s'est poursuivie ensuite avec les locaux du CFEN. Et donc j'ai pu mesurer aussi comment de cette ancienne école normale qui devenait un centre un peu de formation des personnels post-bac, on est passé à ce CFEN, là aussi absolument incroyable. On a eu l'occasion de visiter hier toute une série de salles qui sont des salles équipées. Donc on a vu une salle qui est destinée à l'expérimentation des sciences qui s'appelle Fab Lab, puis on a vu une salle qui comprend des équipements de tout dernier cri pour faire de la captation et ensuite ceci va être utile pour faire de l'analyse de pratique. Donc pour moi qui ai connu Djibouti en 1990 et 1993, c'était une véritable satisfaction de voir à quel point ce système était aujourd'hui très 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 bien développé, avec toujours une dimension de conscience forte de ce qui se fait et du fait qu'on peut toujours améliorer. Et tous les cadres administratifs et pédagogiques qu'on a pu rencontrer au cours de ces journées. Restons dans le même registre, la police nationale a eu l'honneur de participer au forum de la paix organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle au collège d'enseignement moyen et le CEM du Stade, initiative qui s'inscrit dans la promotion des valeurs de paix, de civisme, de citoyenneté au sein de la communauté éducative. Cette journée de réflexion et de célébration a mobilisé l'ensemble des communautés éducatives ainsi que plusieurs partenaires institutionnels. Elle s'est déroulée en présence de hautes autorités engagées dans le domaine de l'éducation, de la citoyenneté, notamment la directrice générale de la scolarisation, la directrice de la vie scolaire, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO. Sous l'égide du ministère, l'événement a été marqué par une table ronde au niveau réunissant des panélistes inspirants, parmi lesquels le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, le représentant de l'UNFD,
une lieutenant-colonel imam, également conseiller pédagogique. Ainsi, l'UNFD a également enrichi cette journée par une exposition artisanale, culturelle, mettant en valeur l'histoire et les objets traditionnels des communautés afar, somalie et arabes afin de promouvoir l'unité nationale et la richesse du patrimoine culturel commun. Au-delà de son caractère festif, le forum a constitué un espace d'échange privilégié entre les jeunes et les équipes de la police nationale. Ces interactions ont permis d'aborder des thématiques essentielles liées à la citoyenneté, de renforcer la confiance entre la jeunesse et les forces de l'ordre, tout en sensibilisant les participants à l'importance des valeurs civiques et du savoir-vivre. Je vous propose de suivre cette série d'interventions pour nous éclairer. J'ai envie de rappeler un point important. Ces 10 dernières années, je dirais, même une quinzaine d'années, le ministère de l'Éducation ne s'est pas limité à vous transmettre, vous, jeunes étudiants et élèves, que du savoir. Une part importante est accordée au, savoir-être, comment vivre avec l'autre. Cette politique du ministère se voit à travers les programmes, se voit à travers les manuels scolaires que vous utilisez tous les jours, mais surtout dans les activités périscolaires comme celle-là, à travers des événements ponctuels. Donc, nous sommes vraiment très heureux de voir, d'assister et de participer un événement comme celui-ci parce que nous sommes convaincus que tout ce que nous faisons au ministère de l'Éducation nationale, nous le faisons pour vous. Pour terminer, j'ai envie de dire, on n'a pas organisé tout ça pour rien. On veut et on attend de vous un changement de comportement. Il faut que tu sois meilleur qu'hier. Il faut que tu sois amical plus qu'hier. Il faut que tu sois respectueux plus qu'hier. C'est ça l'objectif. Donc, pour terminer, je remercie tout le monde. Même dans une classe, quand il y a deux élèves qui sont en discorde, il n'y a plus la paix. C'est l'enseignant qui intervient pour restaurer la paix. Si ça dépasse l'enseignant, c'est le proviseur ou le principal qui intervient pour restaurer la paix, n'est-ce pas? Alors c'est pour vous dire que la paix, c'est la chose la plus chère au monde. Et d'ailleurs, pour illustrer ça, le mot, nous sommes pratiquement à 100%, nous sommes des musulmans, n'est-ce pas? Et islam veut dire paix. Le mot islam renferme la notion de paix. Assalam. N'est-ce pas? Lancement, cette fois-ci, de la première formation pratique spécialisée en nutrition. La première session de formation pratique spécialisée en nutrition thérapeutique, unique en son genre dans le pays, a débuté jeudi dernier à l'Institut supérieur des sciences et de santé, destinée aux étudiants en sciences et de la santé. Cette initiative vise à renforcer la dimension pratique du programme de nutrition thérapeutique de l'Institut. La formation s'est déroulée dans une cuisine pédagogique moderne et entièrement équipée, offrant aux étudiants l'opportunité de développer des compétences concrètes dans la préparation des repas sains et adaptés à diverses pathologies. Elle favorise ainsi le lien direct avec les enseignements théoriques et leur application pratique. Les participants apprennent également à formuler des conseils nutritionnels thérapeutiques de manière scientifique et efficace grâce à des exercices réalistes qui reflètent l'exigence de la vie professionnelle. Dans ce cadre, l'Institut a accueilli une équipe de 3 experts en nutrition thérapeutique chargés d'animer des ateliers pratiques de cuisine diététique. Ces ateliers ont porté sur les maladies les plus répandues à Djibouti, notamment le diabète, l'hypertension, la malnutrition et les troubles digestifs. L'accent a été mis sur la préparation des repas équilibrés répondant aux besoins nutritionnels scientifiques des patients.
Concernant les techniques culinaires de base et la cuisine diététique. La formation de diététicien nutritionniste, il enseigne énormément des unités d'enseignement. Entre autres, il y a cette unité qui est basée sur la pratique, c'est-à-dire on allie tout ce qui est science, tout ce qui est théorie vers la pratique. Les étudiants, ils sont amenés à traduire tout ce qu'ils ont étudié en manipulant des denrées alimentaires destinées pour le patient. Parce que comme vous le savez, un patient qui souffre des maladies chroniques ou des maladies aiguës, il a toujours un besoin pour manger sainement et pour manger d'une manière beaucoup plus diététique. Et pour allier ces deux volets, c'est vraiment important de faire ce cours sur les techniques culinaires de base et la cuisine diététique. Après cette experte, nous allons écouter les étudiants en sciences et santé. Dans la profession de l'Institut de l'ISSS. Cette profession, elle nous aide à faire de la pratique et de la théorie. Non seulement de la pratique et de la théorie qui nous permettent de nous aider sur le terrain professionnel, hospitalier ou dans la restauration. On suit les patients de façon thérapeutique. On les aide, que ce soit des personnes ayant des maladies métaboliques non transmissibles, telles que les personnes diabétiques, hypertension, neurologiques ou encore coronariennes. Ces personnes, nous suivons aussi des personnes, les femmes enceintes, du début de la grossesse jusqu'au terme, de la naissance jusqu'à les personnes âgées, les enfants qui sont malnutris, dénutris, et on les aide à suivre leur alimentation. Santé et solidarité et caravane médicale s'est rendue à Defneitouf, un accès renforcé aux soins pour les zones rurales. La paisible localité de Defneitouf, dans la sous-préfecture d'Aïlouf, région de Tadjoura, accueille une caravane médicale pluridisciplinaire organisée par le ministère de la Santé à l'initiative du réseau SMART, ainsi que les partenaires de l'hôpital, en partenariat avec l'hôpital régional de Tadjoura. Cette initiative qui vise à réduire les inégalités d'accès aux soins spécialisés dans les zones rurales où l'éloignement et le manque d'infrastructures limitent la prise en charge médicale. Plusieurs dizaines de médecins spécialistes venus de différentes structures ont offert bénévolement des consultations, des bilans biologiques réalisés sur place et la distribution gratuite de médicaments. La caravane a bénéficié d'un soutien institutionnel fort avec la présence du préfet Tadjoura, du secrétaire général du ministère de la Santé, des députés, d'anciens parlementaires et directeurs généraux de l'hôpital Tadjoura. Le réseau SMART a assuré ainsi la mobilisation des communautés locales, facilitant l'accès à des centaines de personnes aux soins coordonnés par des bénévoles, des associations et des chefs coutumiers. S'inscrivant dans la continuité des opérations menées dans d'autres régions du pays, cette caravane illustre la synergie entre l'État et la société civile et les professionnels de santé pour approcher les soins des populations les plus isolées. L'engagement des médecins bénévoles salué par les autorités et les habitants témoigne ainsi d'une solidarité concrète au service de la justice sociale et de la santé publique. Je vous propose à présent de suivre l'intervention du secrétaire général auprès du ministère de la Santé pour ses propos. Ceci suite à la demande de la population, en particulier l'association Smart Réseau, qui a demandé l'appui du ministère de la Santé pour qu'on organise une caravane médicale dans cette région. Et donc nous avons des médecins spécialistes djiboutiens qui viennent de différents départements, volontairement consacrent leur temps, leur énergie pour aller vers la région de l'intérieur, les zones reculées où les gens ont un sérieux besoin, un devoir du ministère de la Santé d'aller vers les régions reculées, apporter les soins nécessaires pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer dans la ville de Djibouti. Alors parmi les médecins, nous avons des médecins spécialistes de neurologues, de diabétologues, des radiologues, des biologistes. Donc nous offrons un service complet. Nous avons aussi ramené avec nous des médicaments pour donner un service complet en matière de santé. Et nous remercions l'association
et la population de Dafeinatou qui a bien voulu prendre en charge l'hébergement et l'alimentation et même les déplacements de ces médecins. C'est vrai que la charge financière est très lourde, mais ils ont pris tout ça sur leurs moyens et nous leur disons félicitations. Et le ministère de la Santé est à leur côté pour reproduire ce genre d'événements. En tout cas, merci à tous les organisateurs et merci à la population de Dafeinatou. Restons dans la région de Tadjoura où l'Académie East Africa de Djibouti a effectué son 12e déplacement de la saison sportive à Tadjoura. Cette délégation composée de 70 jeunes stagiaires âgés de 8 à 18 ans, de 4 éducateurs, de 10 parents accompagnateurs, de 6 légendes de football djiboutiennes en tant qu'invité d'honneur, s'est réuni à 6h30 au quai d'Escale avant d'embarquer à bord du ferry Gadili. À leur arrivée, ils ont été accueillis par Mme Medina Ali Dembio, sous-directrice régionale auprès du secrétaire d'État chargé au sport. Les jeunes sportifs ont ensuite été transportés par 3 camions de l'armée nationale vers leur site d'hébergement. Dans l'après-midi, qui a été consacré à un tournoi de football sur le terrain synthétique de Tadjoura, opposant les jeunes djiboutiens à leurs homologues locaux. Les matchs qui se sont déroulés simultanément sur 6 terrains aménagés selon 3 catégories d'âge, de 8 à 10 ans, de 11 à 13 ans, de 14 à 16 ans. Encadré par M. Mohamed Elmi Abar, technicien et responsable de l'Académie. Après la phase de poule, les équipes ont disputé les éliminatoires aboutissant à la finale et au match de classement. Les jeunes stagiaires ont été chaleureusement encouragés et ont dû céder face à la supériorité des joueurs de Tadjoura. Ce tournoi s'est conclu par la cérémonie de remise des trophées et des médailles après le déplacement dans le nord du pays, Obok et ensuite Tadjoura. L'Académie prévoit d'étendre ses activités dans la région du Sud cet été. Comme vous voyez derrière moi, sont aujourd'hui jouent des matchs contre les jeunes footballeurs de Tadjoura. Et je félicite effectivement l'Académie Est Africa qui, sans relâche, a toujours fait beaucoup d'efforts pour que nos jeunes puissent aimer le football et en même temps pour qu'ils puissent découvrir leur pays. Donc on s'est déplacé dans plusieurs régions dans le cadre bien sûr des vacances interruptives et vraiment nous sommes très contents d'être ici. Lancement de l'Agence régionale de la voirie pour un environnement sain. Le Conseil régional d'Arta a officiellement lancé l'Agence régionale de la voirie d'Arta, une étape majeure dans le développement local et l'amélioration du cadre de vie des habitants. Cérémonie qui s'est tenue lundi 16 février 2026 a été marquée par un important don de matériel de nettoyage offert par l'OIM en partenariat avec la délégation de l'Union européenne à Djibouti. La création de cette agence répond ainsi aux enjeux cruciaux de santé publique, de protection de l'environnement et du développement urbain durable, alors que la région connaît ainsi une urbanisation rapide et une production accrue de déchets ménagers. Elle vise également à professionnaliser la collecte et coordonner les services déconcentrés et introduire des solutions techniques adaptées aux besoins locaux. Cette cérémonie a été présidée par Mme Filsan Elmi Hassan, vice-présidente du Conseil régional, en présence de plusieurs personnalités, dont le préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed Assoui, ainsi que David Mark, chef du programme de l'OIM, M. Gérald Alter, chef de coopération de l'Union européenne. Et ça peut seulement se passer si, la ville est propre. Et pour ça, nous aussi, on veut aider pour que Arta puisse réussir dans ses rêves et dans ses aspirations. Pour ça aussi, l'Union européenne a déjà aidé dans le passé avec le projet ADIL. C'était très apprécié. Maintenant, avec nos frères et sœurs de la France, on va continuer dans cette perspective. Et aussi, à travers de notre financement, on peut aider avec l'implémentation de IOM. Pour aider et faire les premiers pas pour attaquer la question des déchets ici.
Et c'était dans les titres, des centaines de Palestiniens se sont rassemblés tôt vendredi matin au checkpoint de Ralandia, au nord de Jérusalem, dans l'espoir de se rendre à Jérusalem-Est afin d'accomplir la première prière du vendredi du mois de Ramadan à la mosquée Al-Raza. Ce rassemblement qui s'est déroulé dans un contexte de mesures sécurisées israéliennes strictes, limitant l'accès des Palestiniens en provenance des villes de la Cisjordanie, notamment de Ramallah, à la ville sainte. Les autorités israéliennes avaient annoncé qu'environ 10 000 Palestiniens seraient autorisés à entrer pour prier à la mosquée sous réserve d'obtenir au préalable un permis délivré par Israël. Selon les directives annoncées, l'accès était limité à certaines catégories d'âge. D'ailleurs, les enfants de 12 ans, les hommes âgés de 55 ans et les femmes de 50 ans n'ont pas y accès. Cette restriction est exclue un grand nombre de jeunes fidèles souhaitant participer à la prière du vendredi. Des témoins ont indiqué que les personnes rassemblées ont attendu plusieurs heures au checkpoint, soumises à des contrôles de sécurité et des vérifications de permis, tandis que certains ont été contraints de repousser le chemin. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. C'était le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie.